il arrive au cœur de Zazen qu'un basculement se produise. Rien d'extraordinaire en apparence. La respiration continue, les sons du monde passent, les pensées apparaissent et disparaissent, et pourtant quelque chose change dans la manière dont tout cela est perçu. Ce qui auparavant semblait solide, cohérent, avec un sens, ce qui semblait centré autour d'un moi devient soudainement plus léger, presque transparent. C'est-à-dire que les pensées ne sont plus mes pensées, les sensations ne sont plus mes sensations. Elles sont simplement là, surgissant, mais sans propriétaire. C'est comme si le centre de gravité de l'expérience avait disparu. Ce n'est pas une perte, ni une conquête, c'est plutôt une absence d'ancrage. Et dans cette absence, il y a une grande simplicité. Les choses sont exactement ce qu'elles sont, mais sans commentaire, parce que sans appropriation. Le monde est juste tel qu'il est. Le monde n'a pas changé, mais la manière de le saisir s'est écroulée, effondrée. Et dans certaines expériences, notamment dans les rêves, il peut arriver que l'on prenne conscience que l'on rêve. C'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Et à ce moment-là, le rêve perd une partie de son pouvoir d'illusion. À partir du moment où il est lucide, on n'est plus dans l'illusion du rêve. En tout cas, il a perdu une partie de son pouvoir d'illusion. Les événements continuent, mais ils ne sont plus pris au sérieux de la même façon. Un tigre nous attaque dans le rêve, mais quand il est lucide, on sait que le tigre ne nous fera pas de mal. On peut passer au travers, parce qu'on sait que c'est un rêve. Une distance apparaît. Et pourtant, dans cet état, il reste encore quelqu'un pour dire « je suis en train de rêver ». Je suis face au tigre. Je suis face à un tigre qui ne peut pas me faire de mal. Il reste une forme de témoin, un point d'appui subtil. Le zen observe cela avec attention, mais ne s'y arrête pas. Le zen ne nie rien, mais ne s'y arrête pas. Car tant qu'il y a un observateur, même très subtil, la séparation persiste. Il y a le rêve d'un côté et moi de l'autre. Et avec elle, une forme de dualité. Dans Zazen, ce qui est proposé n'est pas de devenir un meilleur observateur, ni de prendre conscience d'un rêve de la réalité, mais de voir qu'il n'y a jamais eu d'observateur séparé pour commencer, dès le départ. Ainsi, la pratique ne consiste pas à atteindre un état particulier et à probablement s'en enorgueillir, mais à laisser tomber toute tentative d'appropriation. Même l'idée de voir à travers l'illusion devient une
illusion supplémentaire si elle est saisie par un moi. Dans la posture silencieuse de Zazen, il n'y a pas de progression vers une compréhension. Il y a plutôt un dépouillement, soit couche par couche pour certains, soit direct pour d'autres, où on laisse tomber les identifications grossières, puis les plus subtiles. Le corps, les pensées, les émotions, et puis même le sentiment d'être celui qui observe tout cela, progressivement disparaît. À un moment, il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Et pourtant, tout est là. Les sons, les formes, les sensations, tout cela continue d'apparaître, mais sans centre. Alors évidemment, c'est une expérience déroutante pour l'esprit habituel, parce que cette expérience ne peut pas être possédée, elle ne peut plus être racontée comme une réalisation personnelle puisqu'elle est sans centre. D'où les métaphores que l'on retrouve souvent dans les textes pour évoquer cette sensation. Comme la lune reflétée dans l'eau, le miroir sans teint, l'écho dans la vallée, etc. Par exemple, dans la métaphore du miroir sans teint, le monde apparaît comme dans un miroir, mais il n'y a personne au centre pour se refléter. Il n'y a plus le reflet de la personne. La perception devient alors sans point d'ancrage personnel, sans observateur identifiable et sans retour vers une image de soi. On pourrait dire voir sans se voir en train de voir. Il y a une vision directe, ouverte, mais non localisée. Il y a juste la vision, sans celui qui voit. Ces images, ces métaphores qui pointent vers une réalité qui apparaît sans substance propre, sans identité fixe, ne doivent pas être transformées en concept. C'est le danger. La lune dans l'eau n'est pas une idée à comprendre, c'est une invitation à voir directement. Lorsqu'on regarde un reflet, où est-il réellement? Est-ce qu'on peut le saisir? Voilà la question qu'on peut se poser. Existe-t-il indépendamment de l'eau et de la lumière? De la même manière, ce que nous appelons moi, on l'a vu récemment avec la physique quantique, est un assemblage de conditions. On a parlé d'un scintillement apparaissant et disparaissant à chaque instant. Il n'y a pas de noyau stable derrière. C'est comme un dessin animé. Il n'y a pas de noyau stable derrière chaque personnage. Il y a simplement des images qui se succèdent les unes aux autres. Voir cela n'est pas une conclusion intellectuelle, mais une évidence immédiate qui ne laisse aucune trace. Il ne laisse aucune trace si la vision est directe. Mais il y a toujours un piège subtil. Vouloir faire de cette absence de centre une nouvelle position, voilà le piège. Certains peuvent penser, il n'y a personne, donc je suis libre. Ou encore, tout est illusion, donc rien n'a d'importance. Et là, ce sont encore des constructions mentales, des déductions logiques.
Elles n'ont rien à voir avec la réalisation directe. Et le zen est justement très direct à ce sujet. Si on affirme qu'il n'y a personne, qui le dit? Si on dit que tout est illusion, qui en tire cette conclusion? On parle de conclusion, pas de vision directe. La pratique ne consiste pas à adopter une nouvelle croyance, mais à voir à travers toutes les croyances, avant toutes les croyances, y compris les croyances les plus raffinées. Et ça demande une véritable honnêteté, une grande honnêteté, une vigilance sans tension, une vigilance de tous les instants. On ne remplace pas une illusion par une autre. On laisse simplement tomber toute tentative de saisir quoi que ce soit. Alors va-t-on dire, que reste-t-il? Cette question surgit naturellement et à tous les coups, mais elle porte encore en elle une attente. Le zen répond souvent par le silence ou par un geste simple, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, comme boire du thé, balayer le jardin, balayer le sol, écouter le vent. Et il ne faut pas prendre ces silences ou ces gestes pour une fuite. Ce n'est pas une fuite, mais une indication précise. Ce qui reste, c'est exactement ce qui est déjà là. C'est le cyprès dans la cour, comme dans le koan qu'on a déjà vu, sans ajout ni retrait, juste les faits tels qu'ils sont, le cyprès dans la cour. La vie ordinaire telle qu'elle se déploie, sans centre, sans propriétaire, sans discussion, sans commentaire possible. Marcher, s'asseoir, respirer, tout cela continue, mais sans le poids d'un moi qui devrait comprendre ou contrôler, qui devrait comparer ou commenter. Et donc c'est une grande liberté, mais une liberté sans sujet. On ne peut pas la revendiquer. Elle ne peut pas être revendiquée, elle est simplement l'absence de contraintes. Et pour terminer dans cette perspective, même la distinction entre rêve et réalité perd de sa pertinence. Ce ne sont que des concepts utiles, rêve ou réalité, dans certains contextes. Mais ces concepts ne touchent pas l'essence de l'expérience. Parce que ce soit un rêve ou ce qu'on appelle la veille, tout apparaît de la même manière, sans fond, sans centre, sans séparation. Le zen ne cherche pas à déterminer ce qui est réel ou irréel. Il ne se lance pas dans des grandes questions physiques ou psychologiques ou philosophiques. Il invite à voir directement ce qui est avant toute catégorisation. Et dans cette vision, il n'y a plus de place pour un observateur séparé. En fait, toutes ces discussions sur la réalité ou sur la nature du réel est une forme de fuite
pour ne pas se séparer de l'observateur qui serait séparé, justement. Il n'y a que ce déploiement vivant, immédiat et insaisissable. Rien à atteindre, rien à comprendre, rien à devenir. Simplement ceci, tel que c'est, sans commentaire. C'est pourquoi dans la pratique formelle ou la pratique quotidienne de tous les jours, il n'y a rien de spécial à attendre. On y est déjà. Chaque instant est déjà complet. Chaque souffle est l'expression totale de la réalité. Si on cherche à en faire une expérience particulière, eh bien, on s'en éloigne. Si on peut commenter cette expérience, c'est qu'on en est déjà éloigné. D'où le dialogue sur la première page du site. Le dialogue autrefois c'était entre Bodhidharma et Eka, et puis il a changé, mais c'est le même principe. Quand on cherche où est celui qui commente, on ne le trouve pas. Et à ce moment-là, toutes les difficultés de celui qui commente tombent. Alors, rester immobile, sans rien saisir, sans rien rejeter, c'est entrer dans cette simplicité radicale. Et peu à peu, ou pour certains peut-être soudainement, il devient clair qu'il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a jamais eu ni rêveur, ni rêve, ni éveil à atteindre. Seulement la vie, telle qu'elle est, libre de toute appropriation.